on a procédé d'une certaine manière qu'on va essayer de rendre intelligible, enfin j'espère, parce qu'il y a beaucoup d'improvisation et d'activité à chaud pour le coup. Nous sommes sur un axe qui a été extrêmement dynamique, avec énormément de communications, donc 19 communications et 5 projets. Il y en a eu encore plus, je crois. On nous a enlevé à un moment donné parce qu'on était un peu noyés sous la masse de communications et de projets en l'occurrence. Voilà, donc c'était extrêmement dynamique, extrêmement riche, et on a eu beaucoup de mal au départ de trouver un axe en fait de discussion entre nous. Le choix, le parti pris fort qu'on a fait dans ce sous-axe, c'est se dire qu'on ne parle pas, c'est pas à nous de parler. Par contre, on va essayer d'utiliser la matière qui nous a été donnée donc, par les deux organisateurs, puisqu'on les a plus ou moins choisis en plus, les communications, voire pas choisis, mais bon, et que ce matériau-là, on s'est donné comme objectif d'essayer de le rendre intelligible. Donc on a passé beaucoup de temps à débattre, on a eu énormément de réunions de coordination en interne, et ce qui sort là, c'est non pas ce qu'on en pense, mais ce que les communications sortent et ce que les projets ont à peu près traité en fait. Donc ce qui est ressorti au bout de, je sais pas, peut-être 5 réunions, c'est qu'on est arrivé à classer nos 19 coms et les projets dans 4 sous-axes qui sont ressortis de manière assez forte, à l'exception peut-être d'une communication qui est un peu mal classée. Mais globalement, les 19 plus 5 rentrent un petit peu dans les 4 axes en fait, majeurs. Donc il y a eu un gros pavé lorsqu'on a un peu sorti la notion d'activité, enfin voilà, c'est les organisateurs, sur la question de l'activité, l'organisation et la problématique de risque. Un pavé de 4-5 communications, un énorme pavé de 6 communications et projets également, sur la question de comment concevoir, organiser la participation. Voilà, c'est quelque chose qui anime beaucoup les communications. Ensuite, il y a eu un sous-axe également qui est ressorti de manière forte, c'est ce lien avec l'organisation, c'est-à-dire que l'activité est organisée, et elle organise également. Donc là, on a eu 4-5 hommes, je crois. Irène, tu me corriges. Et le dernier axe, on a eu des communications qui ont interrogé les modèles qu'on utilise en ergonomie. En quoi ces modèles sont encore d'actualité ou pas. Donc ça, ce sont un petit peu l'ensemble des communications et les projets en grande catégorie. Donc, du coup, on s'est structuré à 7 de façon à satisfaire cette remontée. Alors, l'ensemble des communications, je dirais, traite de la notion d'activité, mais dedans, il y a encore une petite distinction à opérer, c'est qu'une très grande, quand même, traite de l'activité de travail. C'est-à-dire le concept d'activité est utilisé pour faire le lien avec l'activité de travail. Et quelques communications exploitent le concept d'activité, mais ne fait pas nécessairement le lien avec l'activité de travail, en fait. Voilà, donc ça, c'est pour présenter l'ensemble, les 4 axes qui étaient les nôtres, et la manière dont on s'est organisé. Donc, on va essayer de vous restituer ce qu'on a retenu des différents axes. On va commencer par le premier axe, donc la question oula, c'est de l'improvisation. Ce premier, oui, c'est pas grave. C'est l'activité, organisation et risque. Donc le sous-thème, géré par Laurent Van Meeghem et Marie-Christine Leport, qui est dans la salle quelque part. Mais voilà. Je voudrais juste rajouter un point. On a un exercice qui est difficile. Et en fait, notre enjeu, c'est de pouvoir quand même instruire le débat avec la salle par la suite. C'est pour ça qu'on va être assez succinct sur nos présentations et peut-être à la fin, même sûrement ouvrir sur cette question fondamentale, c'est en quoi l'activité vraiment peut participer à la création de notre monde. Et on compte vraiment sur vous pour pouvoir rebondir et interagir avec nous sur cette question de l'activité qui nous concerne tous. Le sous-axe, donc, relatif au lien entre activité, organisation et risque, c'est justement l'idée de tenter de savoir faire cette mise en lien de l'organisation vers la santé et la sécurité en l'instruisant par l'activité. C'est ce qui est apparu à travers les communications, dont on peut penser d'ailleurs que ce lien entre organisation et santé et sécurité, il a particulièrement émergé dans l'histoire de l'ergonomie à l'époque des TMS, où ce lien s'est avéré extrêmement pertinent, alors que ce n'est pas forcément intuitif d'ailleurs sur la problématique des TMS qui pourrait être prise d'un point de vue très biomécanique, mais finalement c'est bien la question du lien entre organisation et santé qui a émergé, qui aujourd'hui se focalise plus sur, et notamment c'était très, très visible dans les communications, sur les liens organisation-RPS, on devrait dire plutôt d'ailleurs TPS, troubles psychosociaux, avec quand même peut-être un manque
sur l'idée qu'on pourrait aussi envisager les liens sur la santé du point de vue pas simplement des effets négatifs, mais aussi du développement de la santé, du développement de la dimension psychosociale du travail, par exemple. Autrement dit, dans les valeurs positives qu'il y a liées à la santé, qui sont aussi une ressource. Il nous semble quand même que l'enjeu pour l'ergonomie ici, c'est de disposer d'une approche de l'organisation pour pouvoir instruire ces questions-là, ce qui n'est pas forcément facile, surtout si on peut considérer que l'organisation, c'est aussi une question qui se joue dans les interactions entre les différents sujets, et que ce qui se joue dans l'interaction, ce n'est pas forcément exactement la même chose que l'activité qui se joue chez les sujets. L'interaction se joue à l'interface des sujets, cette interaction, et que cette manière cette focale, en quelque sorte, qui est très habituelle chez les sociologues, par exemple, est peut-être pas si habituelle que ça pour les ergonomes. Et puis enfin, on pourrait se dire aussi qu'il peut y avoir un risque quand même pour l'ergonomie en instruisant cette question-là, c'est de tisser des liens un peu trop rapides entre des éléments de l'organisation et des effets sur la santé et la sécurité, sans finalement que le passage par l'activité soit suffisamment instruit. On le voit souvent quand on lit les coms, quand on les entend, on voit souvent des phrases du type, j'en retiens une là, le décloisonnement des services, c'était dans une intervention là. Le décloisonnement des services a créé de fortes tensions entre les personnels. Et puis finalement, la com continue, et là on a bien un lien entre un élément de l'organisation, un élément lié à la santé, mais finalement l'instruction par l'activité disparaît. Et finalement ce lien-là aura pu tout à fait être le contraire. Et je pense qu'il y a une exigence qu'on doit avoir vis-à-vis de nous-mêmes, c'est que si on dit qu'on fait le lien par l'activité, il faut le faire jusqu'au bout, le tenir, notamment dans la manière dont on les présente. Ça, c'est un point de vigilance. Nous continuons avec l'axe, donc le sous-axe qui est ressorti sur la problématique plutôt... Oh là, il y a encore des aléas. C'est le sous-axe 2, pour le coup, qu'il faut lire, avec un focus fort sur la question de la transformation. Donc vous allez voir, on aborde des problématiques à chaque fois qui sont assez circonscrites et des choses qui ressortent. Donc, Bernard. C'est un sous-axe qui a été très nourri à la fois par le nombre de communications et par les débats que ça a généré, avec une question sous-jacente, plus ou moins sous-jacente, mais en tout cas très structurante dans les discussions sur cette fameuse question, est-ce que l'ergonome fait pour les opérateurs, les managers, ou est-ce qu'il fait avec? Alors très vite, la question de principe est quasi unanime, bien sûr qu'on tend à faire avec, même donc si cette question avait par le passé nourri de grands débats dans l'histoire de l'ergonomie et de la pratique de l'intervention. Aujourd'hui, on est sur le principe plutôt sur quelque chose d'unanime, bien sûr on fait avec, mais on se rend compte que dans la pratique, dans la construction des interventions, c'est beaucoup moins évident que ça, parce que c'est plus complexe, parce que ça va dépendre des contextes de la prescription dans lesquels l'intervention s'inscrit, et puis des contextes organisationnels, bien sûr. Voilà. Et deuxième élément dans les discussions, on se rend compte, ça fait écho un peu à ce que présentait aussi Geoffrey Beaujoin tout à l'heure, c'est que la participation, elle est toujours tendue entre une visée qu'on pourrait qualifier d'instrumentale, c'est-à-dire à travers la participation des opérateurs, mais au sens le plus large possible, de quelque niveau que ce soit, on cherche à rendre plus efficaces nos interventions, à recueillir des éléments du travail réel, à simuler l'activité, etc., etc. Donc il y a cette vision instrumentale dans la participation, mais il y a aussi une visée qui est plus politique. C'est-à-dire la participation, elle a, semble-t-il, en tout cas c'est ce qui était aussi exprimé par certains, une valeur en soi, une valeur qu'on pourrait qualifier d'éthique, de politique, voilà. Et, si on le dit autrement, c'est que la manière dont on construit nos interventions et la place qu'on donne à la participation des salariés, des opérateurs, c'est aussi un lien avec la manière dont on souhaiterait ou on s'imaginerait ou on voudrait que l'organisation fonctionne et la place de l'humain dans ces organisations. Donc on fait, voilà, donc la participation, elle est toujours un peu tendue. Bien sûr, certaines interventions portant plus sur
la participation dans sa version instrumentale, le comment, quel support, quels outils, qu'est-ce qu'elle produit, les formes de livrables de la participation. Et puis, dans d'autres cas, c'est vraiment la dimension politique qui domine, voire dans certains cas, des demandes d'intervention qui portent sur la participation elle-même. C'est-à-dire on voudrait que vous interveniez pour organiser la participation dans un projet. Et finalement, le premier objet, c'est la participation. Et est venue une troisième question, c'est que si on s'accorde sur le fait que la participation a ces deux caractères, il ne va pas en avoir d'autres, mais en tout cas ces deux caractères, instrumental et politique, éthique, et si le faire avec est au centre de nos interventions, ça veut dire que la participation vise à développer le pouvoir d'agir des acteurs, etc. Et la question qui est venue dans, là aussi, plusieurs communications, c'est est-ce qu'il y a finalement un développement du pouvoir d'agir possible s'il n'y a pas de développement du pouvoir de décision? Et donc la place de faire participer et laisser finalement la question du pouvoir, de sa distribution, du fait de donner, comme à quelqu'un, une parcelle de souveraineté à chaque acteur dans l'entreprise. Est-ce que cette chose-là, on la traite et comment on la traite? Donc voilà, est-ce qu'il y a pouvoir d'agir sans pouvoir de décision? Bien sûr, il faut discuter du périmètre du pouvoir de décision. Et donc ça, dernière interrogation, a mené à s'interroger sur la nature même et la construction et notre manière d'intervenir. Est-ce qu'on est toujours, ça a été aussi évoqué dans des axes précédents, est-ce qu'on est toujours sur le type d'intervention en réponse à une demande et on attend la demande pour intervenir, ou est-ce que le terme qui a été peut-être le plus employé dans notre session, c'est le terme d'accompagnement? Donc est-ce qu'on construit nos interventions plus sur un mode d'accompagnement, quand on peut bien sûr, que sur un mode plus classique cet axe-là qui comptait le plus de communication, finalement, dans l'axe 4, hein, sous-axe, je vais y arriver, le focus était essentiellement sur la transformation, c'est-à-dire comment transformer à partir de l'activité, et donc comment on transforme l'activité. Donc, Bernard l'a dit, un ensemble de communication essentiellement braqué sur la méthodologie, donc concrètement, comment on fait la participation, simulation, atelier, enfin voilà, un ensemble de choses pour méthodologiquement construire. Et aujourd'hui, on sent qu'il y a une maturité sur, mais finalement, en faisant cela, qu'est-ce qu'on bouscule dans les organisations en termes de processus décisionnel et comment, du coup, en tant qu'ergonome, on rentre à questionner la manière de décider dans les entreprises, en fait. Donc ça, on sent une maturité et une très grande vitalité des différents intervenants sur ces différentes questions, mais à des niveaux d'interpellation qui ne sont pas nécessairement au même niveau. Certains un peu plus stratégiques, effectivement, et d'autres plus sur une question méthode. Le troisième sous-axe, qui a été géré par Irène. On a intitulé ce sous-axe quand l'activité construit l'organisation et inversement. Donc c'était une volonté un peu de porter ce regard sur souvent on souligne le fait que l'activité peut produire l'organisation, mais finalement on n'est pas forcément hyper outillé pour porter l'accent là-dessus. Et donc l'ambition de cet intitulé, c'est de dire que l'activité, au cours de l'activité, on est structuré et structurant, on est organisé, organisant. Et finalement, les 4 communications qui ont été regroupées nous semblaient témoigner de ça. Alors je précise, sans que ce soit forcément la volonté première des auteurs, voilà, parce que c'était notre part de composition de cet axe. Dans la pratique, il y avait 4 communications et on a une répartition tout à fait équitable entre 2 communications qui nous montrent que finalement, on a affaire à des organisations qui sont déstructurantes et qui sont déstructurantes de l'activité, mais qu'on a un feedback, en fait, parce que cette déstructuration de l'activité, eh bien, elle conduit aussi à des implosions, à une déstructuration de l'organisation en feedback.
Et je trouve que ces communications, enfin moi je me permets de les présenter comme ça, elles illustraient donc ce caractère très incarné de l'organisation dans l'activité, mais en même temps, finalement, avec des conséquences sur l'organisation. Donc on a eu des beaux exemples de situations de travail où les ajustements sont plus du tout possibles, où le sens, donner du sens n'est plus possible. Et ça s'est illustré dans des situations différentes, dans des EHPAD, ou sur la question... Alors, dans des EHPAD, avec la question des vacataires, comment on emploie des vacataires dans un système de travail, et sur la sous-traitance de la maintenance, où la sous-traitance de la maintenance fait perdre des compétences qui déstabilisent, au lieu d'aider, déstabilisent l'ensemble de l'activité, des activités et après des structures. Voilà. Et puis on a eu un autre axe qui répondait plus directement au fait que ça montre que l'activité elle est constituante de l'organisation. Mais ce sont finalement, contre toute attente, c'est pas, on ne voyait pas forcément l'activité fabriquer l'organisation, on le voyait indirectement. Et en fait, il y a deux processus qu'on connaît, hein, qui est la construction d'une organisation par du retour d'expérience, donc la capitalisation par l'expérience de l'activité, qui est alors mise en commun, et là on voit un processus qu'on connaît bien sur la construction de l'organisation. Il y a un moment où il y a un passage de l'individuel au collectif, voire pour aller vers ce qui fait société. Et donc on a eu par exemple un excellent exemple, pour le coup qu'on s'applique à nous-mêmes, de retour réflexif d'ergonomes en service de santé au travail, qui finalement permet de fabriquer nos propres méthodes d'intervention. Donc là, on s'applique un peu, c'est l'activité de l'ergonome qui, et on le sait bien, et c'est une belle illustration, l'expérience de l'intervention nous amène à transformer les cadres de l'intervention. Voilà, donc ça c'était un exemple, et on a eu un autre très bel exemple, alors qui est sur, qui s'oppose, alors on a le REX d'un côté, qui est un peu a posteriori, et on a la création, l'innovation par un individu dans un système, donc un individu qui était confronté à la création du transport sur des banquises d'eau de mer, et donc comment une organisation est capable, à partir de l'innovation d'une personne, alors confrontée à des nouvelles situations de travail liées au changement climatique, et bien comment un individu qui a quand même du pouvoir dans le système, mais cette question du pouvoir, elle n'est pas encore travaillée, mais elle mérite d'être précisée, et bien il peut créer une nouvelle forme de production. Et je ne dirais pas d'activité, parce que notre mot d'activité, il est parfois employé comme synonyme de production, et il nous fait perdre de la cohérence aussi dans nos analyses. Et donc il y a eu plein de questions, il y a eu des jolies questions, comment agir face à des décisions d'organisation fondées sur une vision gestionnaire, ça rejoint des discussions préalables. Attention, je ne dis pas que la sous-traitance ou que l'appel à des vacataires est nécessairement déstructurante. En organisation du travail, on cherche toujours des types d'organisation avec les bonnes et mauvaises pratiques. Ça peut être super structurant. Voilà, et construire notre activité d'ergonome par du REX, c'est ce qu'on essaye de faire, je pense, dans tout ce congrès. Et l'intitulé même de la communication en Antarctique, c'était vraiment concevoir un nouveau fonctionnement par et pour la pratique. Par et pour l'expérience. Pardon. Alors, en travaillant donc sur le contenu de vos propositions, un thème donc, qui a émergé est un thème autour des modèles en analyse de l'activité, en analyse du travail. Alors, nous avons intitulé activité vers de nouveaux modèles. En fait, ce n'est pas tout à fait vrai, puisque en fait, dans ces 4 communications qu'il y avait lors de la session hier après-midi, 2 communications ont proposé de façon explicite de compléter, d'aménager le modèle de régulation de l'activité que vous voyez sur le diaporama, initialement travaillé par Leplat-Cuny, puis Christode, Tersag, Guérin, Coll, etc. Soit 2 autres communications ont utilisé ce même modèle, d'où ma
mon ajustement, là, on passe du pluriel au singulier, ce même modèle pour analyser le travail ou l'activité activité d'usage. Donc en reprenant ce modèle, juste dire que la première communication en fait, a mis en exergue les déterminants de l'activité dans une situation de formateur de contrôleur aérien. Donc cette étude en fait, a travaillé sur les liens entre des types de tâches en formation face à face, sur simulateur, préparation pédagogique, en essayant de voir les impacts de ce travail-là sur la fatigue et la vigilance de ces formateurs. Autre déterminant, ils ont également étudié le positionnement de ces enseignements dans la journée, matin, après-midi, durée de l'enseignement, etc., pour voir les effets sur le travailleur. Ce qui a été intéressant, c'est les échanges qu'il y a eu suite à cette conférence sur la notion d'exigence de contrainte liée à la demande, qui pouvait amener une certaine forme de prescription sur comment va être menée cette question de l'analyse d'activité. Avec la question de l'analyse, le recueil quantitatif et l'analyse quantitative. C'est ça. La seconde communication, contribution, en fait, à rediscuter, cherche à élargir, à spécifier une des composantes de ce modèle, donc la composante au niveau de la tâche, avec le concept de tâche attendue que Laurent Carsanti a travaillé, avec l'idée que, vu l'évolution des activités actuelles, pour le dire vite, mais Benoît complétera, les personnes sont dans excusez-moi, j'ai du mal. C'est au niveau de la question de la prescription, c'est-à-dire qu'à un moment donné, qu'est-ce qui constitue la dimension du travail prescrit entre la question de la tâche et du travail attendu? Tout à fait, avec une pluralité d'attentes de la part des managers, des clients, des collègues, des services support, des partenaires, etc. Ce qui est intéressant là, c'est qu'on vient, au travers de la présentation, sur un questionnement qui est assez essentiel, sur cette notion de prescription, de tâches. Et finalement, dans l'évolution qui est proposée, on peut aussi se poser la question que finalement, est-ce que ça n'avait pas complexifié la question du modèle à proprement dit, du coup, ou est-ce qu'on met le curseur entre quelque chose qui va être assez générique, dans laquelle on va pouvoir y mettre ce qu'on veut, et quelque chose qui devient plus complet et qui finalement amène une autre description de l'activité. Autre contribution, c'est une étude qui a été menée auprès de l'analyse de l'activité, auprès de voyageurs en fait, en Île-de-France, pour améliorer la prise en charge et gérer la capacité du réseau. Donc là, on a une contribution très intéressante centrée avec une analyse de l'activité, toujours en phase avec ce modèle, mais une activité d'usage. Oui, voilà. Donc en fait, est-ce que les modèles d'analyse d'activité de travail sont aussi transposables sur d'autres champs, notamment sur la question de l'usage, dans lequel il n'y a pas d'activité de travail à proprement dit, puisqu'on est sur des gens qui voyagent d'un point A à un point B en prenant le métro. Et donc justement sur cette question aussi de l'activité d'usage et de l'activité d'usage du travail, donc on a eu la contribution de Laurent Van Belleghem, qui propose un cadre d'analyse avec le modèle préalable dont on a parlé, qui va interagir, donc cette sphère du travail va interagir avec la sphère sociale, en intégrant donc dans ce modèle le bénéficiaire et le service qui interagit avec le travailleur. Et on revient sur les mêmes questionnements finalement que sur la communication autour du travail attendu, c'est-à-dire quel est l'enjeu de l'enrichissement d'un modèle, quelle est la question, quelles sont les grilles de lecture, les nécessités et les contraintes autour de cet enrichissement-là. Bon, voilà, on a fini la présentation des 4 axes. Ah non. Juste, suite à ça, justement, des points de débat, de discussion que nous avons eus. Au moment des sessions, mais également dans certains ateliers. Bon, déjà, pourquoi une nécessité de transformer les modèles existants? Il y a eu pas mal de discussions là-dessus, liées donc à l'évolution de la société, mais aussi liées à notre regard d'ergonome, à notre maturité, à notre... On s'est posé la question assez rapidement, mais en fait, ça sert à quoi un modèle? Donc, il y a eu beaucoup de discussions sur, ça sert à réfléchir, à analyser, à comprendre. Ça sert à rien? Non, ça ne sert pas vraiment à rien, en fait. En fait, c'est très important, ça sert aussi à agir, à transformer.
Et là, je voudrais faire le lien avec l'atelier Hérobae qui s'est tenu acte 1 avant-hier après-midi et acte 2 hier après-midi, où là aussi on a fait le lien entre les outils d'observation et les modèles. Et donc on a discuté aussi du coup de qu'est-ce qu'un modèle, une représentation partielle de la réalité, du coup à quelle échelle en fait, quelle est la bonne échelle? Une échelle très large avec un modèle du coup très robuste, ou une échelle beaucoup plus fine avec des modèles enrichis et puis qui, d'une certaine manière, peuvent contraindre aussi la grille de lecture. Oui, et avec une autre dimension dans les modèles qui n'a pas été abordée en tant que telle, mais qu'on a retrouvé dans certains ateliers, notamment, je pense, à Étonnant Travailleur, c'est que est-ce que ces modèles ils nous aident aussi à comprendre l'activité de l'ergonome? Donc, on n'est pas parti des modèles, on est parti de séquences d'activités, mais finalement, voilà, ils devraient aussi nous aider à ça. Et ce qui sortait de manière assez prégnante, c'est que les modèles servent à quoi? Est-ce que c'est pour analyser? Est-ce que donc c'est un cadre analytique? Et la question aussi a été débattue, finalement, qu'est-ce qu'on enseigne en tant qu'enseignant? Qu'est-ce qu'on transmet? Sachant qu'on utilise ou pas les fameux modèles qu'on transmet à nos étudiants lorsqu'on est en intervention. Donc la question, c'est quel modèle pour comprendre l'activité humaine en situation de travail et quel modèle pour agir, intervenir sur l'activité des humains en situation de travail. Donc là aussi, le débat a été assez fort sur ces deux distinctions-là, c'est-à-dire les modèles d'analyse ne sont pas nécessairement les modèles d'intervention. Donc comment construire des modèles d'intervention qui intègrent cette complexité-là. Et l'autre élément qui est ressorti de manière très très forte, ce sont des modèles quand même un peu vieillots pour beaucoup, qu'on utilise, qui sont d'une époque plutôt industrielle, donc années 80, voilà, 90, on sent effectivement une évolution, et que peut-être aujourd'hui, il est question de s'interroger sur la pertinence de certains cadres, notamment cette approche effectivement systémique, qui est intéressante, mais est-ce qu'elle répond précisément aux enjeux contemporains aujourd'hui, avec l'introduction des différents acteurs autres, que ce soit des commerciaux qui ont en face d'eux un client ou un patient, voilà, donc l'autre qui est extérieur à la production, effectivement bouscule un petit peu ce cadre-là. Et ce qui sortait dans les débats et avec les différentes communications, c'est de se dire, mais est-ce qu'il ne faudrait pas aujourd'hui, et ça prouve, je dirais, la vitalité de la discipline, qui évolue et qui interroge sa manière de penser et qui interroge y compris sa production, vers quoi on peut aller en termes de nouveaux cadres d'intervention et d'analyse. L'enjeu aujourd'hui, maintenant, et ici, c'est de porter l'ouverture à la salle et de questionner finalement autour de cet axe sur la question de l'activité. Finalement, comment cette approche-là peut intervenir dans la création d'un nouveau monde. Donc si y a des personnes qui ont des éléments à exprimer, on veut bien ouvrir le débat comme ça. Alors, il y a plusieurs points sur lesquels je pourrais intervenir, mais je ne vais pas le faire. Je vais intervenir sur un seul des points, c'est à propos de la question de la participation. Bernard a bien résumé, je trouve, cette question en disant qu'il fallait distinguer une vision instrumentale, où la participation apparaît comme un moyen, d'une vision plus politique, où elle est en soi un objectif et du coup où elle porte aussi une temporalité différente, puisque la temporalité dans la première vision c'est un moyen au service de la production de quelque chose, mais ça se termine au moment où cette chose est produite, alors que dans l'autre cas, si c'est une vision, dans la vision politique, il y a cette idée d'une durabilité finalement potentielle de la participation et donc une dimension pédagogique, c'est ce qui se passe là. Alors, je suis retombé récemment sur un texte de John Carroll, qui est un collègue américain, qui est un texte qui est maintenant vraiment ancien, qui a presque 20 ans, qui était une introduction à un numéro de HCI. HCI, c'est la grande revue IHM, on dirait ici, américaine, qui porte sur la participation et dans lequel il distingue exactement il fait cette même distinction entre une vision instrumentale dont il dit qu'elle est majoritaire aux États-Unis et qu'elle est donc très américaine, disons, et qui distingue d'une vision européenne. C'est comme ça qu'il pose les choses. La vision européenne, il y a cette vision développementale et politique. Alors d'abord, je voudrais en tirer deux leçons. D'abord, on n'est pas seul, quoi. Je veux dire, il y a d'autres, cette question de ce problème qu'il y ait ces visions différentes de la participation, il est identifié pas seulement chez nous.
Voilà, il existe ailleurs, c'est un point sur lequel j'aurais toujours attiré l'attention. On n'est pas seul dans le monde. Et alors, je ne sais pas si l'autre monde, c'est celui qui est de l'autre côté de l'Atlantique, mais bon, on peut voir ça comme ça aussi. Donc ça, c'est le premier point. Et deuxième point, et là, je retombe sur une question politique pour la SELF. Je pense que dans cette salle, par exemple, il n'y a pas beaucoup de représentants du secteur IHM, de nos collègues IHM. Il y en a probablement, mais ils ne sont pas une foule. Ça m'a toujours paru être un danger qu'on se sépare. Et il y a une certaine forme de découplage quand même, qui n'est pas proprement français, qui se passe ailleurs, dans mes pérégrinations dans le monde. Là, je vois bien que c'est partout un peu le même cas. Et c'est très profondément lié. Alors c'est très lié à cette question de la participation, mais cette question de la participation, elle est très profondément liée aussi à une déconnexion entre les objectifs, disons, bien-être, santé d'un côté et performance de l'autre. Je pense que notre volonté ici, c'est de tenir les deux objectifs. Je ne suis pas persuadé que ce soit le cas chez nos collègues qui sont plus du côté IHM. Mais je pense qu'il y a vraiment un enjeu du coup pour la SELF, de se dire comment dans des congrès ultérieurs, on peut arriver à redrainer nos collègues de ce secteur en impulsant même de nouveau un débat autour de ces questions de participation, de coexistence des objectifs de bien-être et de performance. Il semble que dans la pratique sur l'analyse d'activité, il faut qu'on arrive à lâcher le côté démontrer d'abord, parce que la société d'aujourd'hui, elle a envie de faire. Il me semble qu'il faut qu'on tienne compte des mouvements des Fab Labs et de... Moi, ce que je vois au travers du travail avec les startups que je fais, et avec tout ce qui est design thinking, c'est que les gens, ils veulent agir. Et que l'intervention, on peut peut-être aussi revoir nos modèles pour qu'elles soient très très vite, ou plus vite qu'avant, en situation de transformer le travail tout de suite avec les gens en faisant. Je me souvenais une communication de Laurent avec Fabrice Bourgeois où ils expliquaient la différence de point de vue entre un ergonome débutant sur la construction d'une intervention et comment l'expérimenter était beaucoup plus dans l'action. Moi, il me semble que ça, il faut qu'on arrive à le faire rentrer beaucoup plus vite dans notre pratique et donc dans le dogme enseigné, appris, vécu par les ergonomes et qu'on se mette en situation de beaucoup plus faire agir et agir avec les gens plutôt que de démontrer. Et que c'est des attentes qui sont très très fortes chez les startups où ils n'ont pas envie qu'on leur démontre les choses, ils ont envie qu'on agisse avec eux. Et une fois qu'on a agi avec eux, ils écoutent parce qu'ils considèrent que notre point de vue est intéressant. C'est pour ça qu'ils nous ont fait venir. Ils n'ont pas besoin qu'on leur réexplique qu'on est bon dans ce qu'ils nous ont demandé de faire, quoi. Donc faisons confiance à notre reconnaissance dans le monde du travail. S'ils nous ont fait venir, c'est qu'ils pensent que ce qu'on raconte est bon. On n'a pas besoin de le redémontrer. Catherine Delmoulet. J'avais une question sur la dimension modèle. Où je me demandais si dans les présentations là, que vous avez eues, les communications, le modèle dominant qui semble ressortir, c'est celui de la double régulation, ou est-ce qu'il y a quand même bien d'autres modèles de l'activité, hein, et donc voilà, comment vous comprenez ça? Est-ce que c'était vous une grille d'interprétation des différentes communications, ou est-ce que c'était vraiment le seul modèle qui a été mobilisé pour comprendre l'activité ici? Clairement, ce que dit Damien, voilà, pour agir, on n'a pas peut-être besoin de... À un moment donné, dans la discussion, il y a eu, quand même, ça a été dit qu'on n'a pas besoin de modèle. Donc on est revenu à... Donc, qu'est-ce que c'est qu'un modèle? On a besoin de modèle pour agir. Et puis surtout, à quoi il nous sert dans l'intervention. Est-ce que c'est quelque chose qui est moteur sur l'ensemble de l'intervention qui va définir notre modalité de pratique, ou si finalement c'est juste quelque chose qu'on a derrière la tête et puis derrière on construit en fonction de ce qui arrive. Mais effectivement, il y a d'autres modèles et ce qui est peut-être, alors je ne sais pas si je peux dire dommageable comme ça, c'est que finalement on a quand même une approche un peu normée, entre guillemets, de ce qui pourrait être le modèle de l'activité, alors qu'au final, qu'est-ce qui nous empêche d'aller en chercher aussi ailleurs et d'autres qui sont développés? Enfin, je crois qu'il faut distinguer, il y a explicitement des gens qui font référence au schéma 5 carrés et à ce modèle des régulations, mais implicitement, on est tous porteurs d'une conception sur l'activité. C'est peut-être pas
porter dans les communications. Et là, je pense qu'il y a une variété, parce qu'on a tous pour comprendre, pour agir, on a tous une conception de l'activité pour l'appréhender, quoi. Donc, je pense que... Alors, par contre, formellement, il y a eu peu de modèles de l'activité qui ont fait l'objet d'une communication pour être portés comme ça. Enfin, voilà. Oui, on ne s'est pas permis. J'ai essayé de parler d'organisation en acte. Enfin, c'est une façon de revenir sur l'activité. Oui, faut qu'on soit sensible au fait que notre conception de l'activité, elle nous marque toujours, même si elle n'est pas explicite, et je pense qu'on est porteur de différentes conceptions de l'activité ici. Il est vrai qu'on est resté sur les communications, en fait. On n'a pas fait... c'est pas du tout nos points de vue, nécessairement. C'est ce qui sort des communications. Alors, une des hypothèses qui a été discutée, d'ailleurs, dans la salle, c'est de dire que, finalement, le 5 carrés, c'est connu par tous les ergonomes de France, avec toutes les séparations qu'il peut y avoir, éventuellement, dans la manière de proposer d'autres ou pas modèles, mais c'est qui semble réunir, et du coup, voilà, mais c'est sorti de manière assez flagrante. Hein. C'est d'abord les 5 carrés, qu'on modifie, qu'on déstructure, etc. Mais c'est une base liée à la communauté. La question sous-jacente, et en faisant le lien avec comment on contribue à notre monde, c'est aujourd'hui les entreprises, le monde du travail, la notion de serviciel, la notion de prestation ou autre, c'est des choses qui ont très vite évolué. On parle sur la notion de travail au niveau des startups. C'est finalement comment on fait évoluer notre représentation et l'usage de nos modèles pour pouvoir coller à cette évolution-là. Et je pense que c'est surtout ça qui est à mettre en débat aujourd'hui, et que c'est pour ça que finalement on voit émerger des transformations de ces modèles-là. Après, peut-être que les gens qui les ont fait peuvent en parler. Mais, ouais. Je ne sais pas où ils sont. Moi, je plaisante. Est-ce qu'il y a des remarques? Ouais. Il y a une question là. Je peux y aller ? Ça pose une vraie question, c'est une question au moins de vocabulaire, parce que vous avez baptisé modèle de l'activité quelque chose qui est un modèle de la mise en relation de l'activité avec tout un tas d'autres trucs. Hein. Donc là, c'est un modèle de relation de l'activité avec autre chose. Alors ça c'est tout à fait raisonnable, mais c'est pas un modèle de l'activité. Un modèle de l'activité, ça modélise l'activité. C'est pas le modèle de la relation de l'activité avec plein d'autres trucs. Hein. Donc, et alors, à ce moment-là, ça devient l'activité. C'est un truc où chacun met ce qu'il veut là-dedans. Hein. Donc c'est un peu ce que dit Irène. Et puis, on la met en relation avec tout un tas d'autres trucs. Mais il y a peut-être un vocabulaire à clarifier, en particulier pour la formation des ergonomes. Quand même. Donc on aimerait bien avoir leur point de vue également sur le lien entre la question de l'activité et le monde. Évidemment, on vous fait ça en évitant de déborder, parce qu'on doit aussi tenir le temps, pardon d'être un peu récurrent. Mais moi, je trouve que ce qui est extrêmement intéressant, là, c'est que la mise en perspective des 4 premiers axes qu'on a eus, on entend bien que ça déborde. On entend bien que les questions, quand on les fait vivre, elles ne rentrent pas dans les cases. Et du coup, le travail de modélisation qui est fait, qu'on a besoin de réinterroger, c'est des repères, c'est un socle commun qu'on a besoin de partager, et on a besoin, je pense, de ces moments de confrontation pour voir finalement comment est-ce qu'on le partage. Alors, pour y répondre, oui, sur la question de l'activité, je crois que c'est surtout une volonté, une attention, une volonté qu'on pourrait avoir en tant qu'ergonome d'aller sur une écoute particulière, un regard particulier sur l'activité humaine. Ça, je pense qu'on le partage. Moi, ce que je trouve extrêmement intéressant dans le travail que vous avez fait, et je vous en remercie parce que je sais qu'il y a eu de nombreuses séances de conférences téléphoniques tardives auxquelles de temps en temps je me connectais, mais c'est surtout la manière dont on vient mettre en mouvement les modèles et la manière dont on en fait usage. Je ferai juste écho à Christian Martin, quand il m'a formé à Bordeaux. Le modèle des schémas au 5 carrés, moi, je crois que j'avais à peu près compris la question de l'activité, mais j'en voyais pas l'usage. Par contre, c'est dans la manière dont on peut le présenter, dans l'usage qu'on peut faire de ce modèle-là, l'utilisation et la manière dont ça peut être dans l'action, pour faire écho à ce que disait Damien. Je pense que nos modèles, ils se doivent être opératoires. La capacité qu'on a à avoir des modèles de compréhension, étant donné la complexité des questions qu'on est amené à travailler, ça a ses limites. On pourrait faire des schémas avec 25 carrés.
c'est surtout la capacité qu'on a dans l'action à les faire vivre qu'on doit travailler. Et pour ça, l'articulation des enseignants, des praticiens et de vous intervenant dans la salle, je pense que c'est le boulot qu'on a besoin de continuer à faire. Ce qui est rassurant finalement dans ces 3 jours qu'on passe avec vous, c'est qu'on est en vie, c'est-à-dire qu'on est vivant et on a envie de changer, d'évoluer, etc. Et que les questions qui se posent à la fois pour les gens qui assurent les formations en ergonomie, comme pour les praticiens ou les intervenants dans les différents milieux qui sont traversés, voilà, on n'est pas plan-plan, on s'interroge et on se questionne effectivement sur une façon toujours de progresser et de faire évoluer cette discipline. Et c'est ça qui est rassurant, j'allais dire. Merci à vous. Merci beaucoup.